Bonsoir. Je ne vais pas redonner mon nom une énième fois, mais je pense que vous l'avez entendu. Effectivement, je suis architecte encore aujourd'hui. Je suis parti à Mayotte en 81. J'avais non pas quelques mois, mais quelques semaines de diplôme. C'est vous dire je dirais le côté ingénu, en tout cas, de ma compétence et le peu de maîtrise que j'avais de mon métier à ce moment-là. En même temps, je suis resté, entre guillemets, monotâche depuis 30 ans, bientôt. J'ai travaillé donc à Mayotte, cette petite île qui paraît très étroite en dimension, 50 km par une quinzaine. À l'époque, il y avait 50 000 habitants, et qui semblait peut-être être un territoire très limité pour développer j'allais dire presque une carrière, mais je ne suis pas trop carriériste, vous allez vous en rendre compte. Mais en tout cas, développer autant d'années et passer autant d'années sur un territoire et dans cette démarche. Pour autant, je ne suis pas là pour plaider pour ma cause, mais il est bien clair que ces 30 années ont été à la fois des années exceptionnelles en termes d'intérêt, de passion, mais aussi, il faudra le situer, ou en parler un peu, parfois de vrais combats et de vraies difficultés, aujourd'hui encore et ces dernières années. Petit détail au passage que je dois vous avouer, c'est que je n'ai jamais travaillé à titre privé. Je ne suis pas un architecte dans son agence, et ça a son importance, non pas pour parler du statut de salarié de l'architecte, mais pour parler de la façon de travailler pour un architecte, en tout cas d'exprimer sa pratique à travers une équipe, à travers une démarche où l'architecte est un des éléments, mais au même titre à certains moments que le directeur d'une société immobilière, comme on parlait tout à l'heure, Hubert, ou de maçon, ou de compagnon, ou de charpentier. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire, de sociologues aussi, qui a été à l'origine de tout ce programme, dont un architecte. En tout cas, j'ai eu la chance d'être parmi ceux-là au tout début de la production de ce programme Habitat. Resituant très rapidement, je ne sais pas quels sont ceux d'entre vous qui ont pu voir l'exposition. En tout cas, on va resituer un peu Mayotte très rapidement. Donc, effectivement, une toute petite île française. On ne va pas épiloguer sur l'aspect historique, les Comores, leur indépendance, Mayotte qui reste française. 47 000 habitants en 1979. Et aujourd'hui, on est plus de 200 000. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous laisser quelques chiffres. Une île qui était, en 80, mise dans la catégorie insalubre, tout était à refaire, à peine équipée, pour ne pas dire dans l'inexistence totale d'équipements scolaires. Le programme de scolarisation va démarrer au même moment. L'électricité est distribuée avec parcimonie dans quelques villages. L'eau est à peine courante, on va la chercher dans les puits. Et il n'y a évidemment aucune entreprise. La construction est entièrement traditionnelle, c'est-à-dire constituée de torchis, de cocotiers et de raffias. La structure sociale, pour autant, est extrêmement forte. D'ailleurs, l'habitat est structuré entièrement sur le sens social qu'il comporte. C'est-à-dire que la maison n'est pas l'expression d'un équipement familial, elle est d'abord l'expression du fonctionnement de la famille, et du fonctionnement de la famille dans son quartier et dans son village. Et ça a une grande importance, et c'est quelque chose qu'on va apprendre à lire, à voir, et qu'on va intégrer dans nos propres productions un peu plus tard. Le sujet est abordé donc d'une manière assez impressionnante, puisque quand j'arrive là-bas, mais ce n'est pas un moment historique, il s'agissait de lancer un programme de 10 000 logements sociaux, tout simplement. Et là commence une démarche qui est celle de l'équipe, encore une fois nommée par Hubert tout à l'heure, un directeur de l'équipement, un directeur de la CIM, des élus. Il n'y a pas beaucoup d'architectes sur place à l'époque, on est 2 quand je suis arrivé en 81. Un, Attila Chessial, qui est sur certaines des réalisations que vous verrez peut-être dans l'exposition, s'occupait essentiellement de tout ce qui était bâtiment public, quand moi j'étais en charge du développement du programme scolaire et de l'habitat. Alors, quand je dis développement, entendons-nous, au début on parle de quelques dizaines, de quelques logements expérimentaux, on ne parlera pas tout de suite de grosses quantités. Et justement, c'est parce que l'équipe en question a su se poser poser un bon diagnostic. Je pense aux sociologues notamment, je pense aux études qui ont été faites
sur la structure sociale, donc, mais aussi sur... Au passage, les photos que vous voyez n'ont absolument aucun lien, j'espère que vous en serez aperçus avec mon propos. Elles viennent vous donner des images, si d'ailleurs certaines vous interpellaient, on pourrait y revenir. Le diaporama va faire une boucle ou deux, peut-être trois, avant la fin. Il y a un peu de tout, ce sont des images de scènes de vie ou de scènes de bâtiments qui sont censées vous donner un peu de matière à mon propos. Et donc, cette équipe, au départ, au lieu de répondre avec un réflexe qui est assez habituel sur des grosses quantités de logements à produire, c'est-à-dire quand on parle de 10 000 logements et même 1000 ou 1500, on a plutôt l'habitude de réagir avec un grand concours technique, un concours de conception, et des réponses, notamment quand il s'agirait d'îles aussi éloignées que Mayotte, aussi peu pourvues en moyens et en entreprises, c'est-à-dire quasi zéro au sens d'une lecture occidentale, appelons-le comme ça. Eh bien, on aurait répondu normalement par l'importation de technologies, l'importation de logements préfa, l'importation de cadres, de tout ce qu'il faut pour fabriquer ces 10 000 logements. Au contraire, l'équipe qui est là est donc sous l'égide du directeur de l'équipement de l'époque, qui avait une particularité que je vais situer comme une anecdote, mais qui va vous parler, qui était un grand admirateur de Hassan Fathy, dont il avait fait avec son livre « Construire avec le peuple », presque son bréviaire permanent. Et donc, on a eu, j'allais dire, en tout cas j'ai pu assister à mon niveau, à une espèce de conjonction, comme je l'ai appelé de temps en temps, d'opportunité entre les personnes. Et une petite équipe de 4 ou 5 personnes a pu influencer, et l'influence encore finalement aujourd'hui, une politique de l'habitat qui s'est d'abord appliquée à parler de développement avant de parler de production. Et ça a été essentiel. Savoir comment les Mahorais habitaient, comment ils structuraient leur quartier, leur logement, leur habitat, ça s'appelle, plutôt que proposer, nous, immédiatement un nouveau produit, un type de réponse technique, financier aussi. On est rentré donc dans des expérimentations. Ça a été une part importante de notre travail et peut-être la première partie, puisque effectivement c'est bien de 30 ans dont on parle. 30 ans, ce n'est plus une expérience, mais on est passé par des phases d'expérimentation fortes et dont on s'est donné le temps. L'urgence est souvent un mauvais moyen de commande et oblige à des raccourcis qui sont parfois violents, sinon nuisibles pour parler de développement, justement. Cette équipe a donc mis en place des expérimentations, je le disais, sur du logement social. On a commencé par quelques dizaines de logements au maximum. Quand je parlais de 10 000 logements, c'est donc à mettre en relation, pas de précipitation. Bien monter les programmes, élaborer une démarche qui va d'ailleurs s'élargir bien au-delà de la question du logement, donc de l'habitat, si on parlait de la sociologie, mais aussi de sa production. Et là, je dois dire quelques mots sur tout ce qui a été le montage de la démarche. Et vous allez voir que c'est bien au-delà du thème de l'architecture ou de l'architecte, même si... Pour ma part, ça m'a bien intéressé, pour ne pas dire que je m'y suis complètement impliqué. Il a fallu, par exemple, sur cette île, inventer une structure d'importation des matériaux. Parce que, on va parler tout à l'heure de ce qu'on appelle les matériaux locaux, donc produits sur place, mais il y a aussi des matériaux qui sont de toute façon de manière inévitable importés. Et donc, comment importer les bons matériaux, voire comment importer les bons outils, ça a été une des toutes premières questions. Et on a créé une coopérative qui s'appelait la coopérative Moussada, qui existe aujourd'hui, mais avec une vocation plus commerciale, puisque 30 ans plus tard, des compétences commerciales se sont exprimées autrement. Mais donc la coopérative Moussada a été un moyen d'équiper et de fournir, alors que la pénurie était une façon de commerce à Mayotte. Il n'y avait plus de ciment pendant 6 mois, il n'y avait plus de clous, il n'y avait plus de fer à béton, enfin... C'était les enjeux permanents et évidemment avec des conséquences importantes sur l'aspect financier de tout ce que nous devions produire, car il s'agissait effectivement de construire le moins cher possible, rien de trop original à cette époque déjà. Donc une coopérative, mais aussi de la formation. Pardon. Je disais tout à l'heure qu'il y avait, on va dire, pas d'entreprise, sinon quelques-unes, au début des années 80, il a fallu donc former et non pas importer des compétences et des moyens de production. Ça a été un des enjeux essentiels, voire l'enjeu majeur, et au-delà de la production architecturale, qui peut être celle des images qui défilent derrière moi ou d'autres, je pense que c'est presque l'essentiel, si on devait la situer à ce niveau-là, de la réussite de cette démarche.
on a permis pratiquement, j'allais dire au moins sur les 2 bons tiers de ces 30 années, à 2500 voire 3000 emplois de se maintenir quasiment en permanence. Parce que la volonté des quelques hommes politiques, administration, technique, mais aussi politiciens, avait été d'appuyer ces retombées locales. Comment dépenser à l'époque 100 francs et laisser le maximum sur place, même si évidemment de l'importation et des enjeux qui ne pouvaient pas être évités. Mayotte fait partie du monde, Mayotte fait partie de l'océan Indien pour commencer, l'Afrique du Sud, le Madagascar qui est pas si loin, 300 km pour vous situer, la Réunion et puis la métropole qui reste un lien privilégié de toute façon, enfin avec lequel on a un lien privilégié. Et donc la formation des hommes qui est passée à la fois par la constitution d'une association de formation professionnelle qui donc a œuvré de manière assez classique, voire assez connue en métropole, mais aussi une innovation, en tout cas pour l'époque, et que je ne réclame pas à titre personnel puisqu'elle était inventée avant que je n'arrive, c'était la venue de compagnons du Tour de France. Alors, il y a d'autres moyens de parler de compétences, en tout cas d'autres compétences que dans cette association, dans cette maison, mais ça a été un outil très fort, un moyen essentiel dans le développement de ce qu'on a fait. Parce que nous n'avons pas formé dans des salles de classe seulement, on a formé sur les chantiers, on appelait ça des chantiers formation-production, et l'urgence de produire, on l'a associé à la formation, avec des compagnons qui donc encadraient des équipes, j'allais dire d'incapables mahorais, comme on pourrait raccourcir la chose aussi souvent que ça. On l'a entendu très souvent dans la bouche de certains, mais tous ces incapables qui sont devenus des artisans, et pour certains des chefs d'entreprise, et qu'on a soutenus, qu'on a essayé de consolider, et en tout cas de faire émerger en tant que véritable entreprise. Et je vais vous parler aussi des différentes étapes, parce que la formation, c'est pas un an d'école et c'est bon. Enfin, entre guillemets, je ne sais pas si on se comprendra bien, c'est des années et des années de suivi. Même dans un petit monde comme celui-là, il y a des gens qui se mobilisent, qui disparaissent, qui reviennent. C'est un archipel, les gens passent dans d'autres îles, reviennent, enfin bon, il y a des allers-retours. Difficile d'avoir un tissu extrêmement, j'allais dire, enfin, extrêmement non, un tissu figé. Et il faut compter avec ça. Toute cette démarche dont je vais vous parler, vous cassez un peu les oreilles pendant 1 heure, enfin peut-être, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui n'a pas d'objectif, même si tous les programmes ont besoin de réussir, mais pas d'objectif d'urgence. Il ne s'agit pas de former, évidemment, comment former des hommes. Je parle de 400, 500 artisans et leurs ouvriers. Je ne parle pas de 30, enfin d'une salle de classe. Et pour consolider tout ça, pour faire exister tout ça, il a fallu énormément de temps et savoir évoluer nous-mêmes. Alors je pense aux architectes que vous êtes peut-être pour certains évidemment, que vous serez peut-être et dont je suis. Les architectes ont dû accompagner à leur niveau l'évolution de ce savoir-faire en le connaissant aussi parfaitement que possible, en ne dessinant pas des bâtiments qui étaient hors de propos pour la production locale, en accompagnant aussi les progrès, car il ne s'agissait pas de rester dans une logique, j'allais dire, de base. Et c'était bon aussi pour les maîtres d'ouvrage. Quand je parlais de formation, donc, on en reviendra à dire que, moi ça tombait bien, je n'avais pas encore un trop gros niveau de formation, mais il s'agissait de former effectivement des ouvriers, des artisans, des chefs d'entreprise, mais aussi les architectes, les maîtres d'œuvre, les ingénieurs, qui sont les personnes importantes dès qu'il s'agit de produire, les maîtres d'ouvrage, et qui vous lirez les maîtres d'ouvrage et leur financement, tout ce monde-là a dû se former à regarder la production mahoraise autrement que ces lunettes qui sont celles des réflexes habituels de l'Occident qui intervient, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, dans ce petit bout d'Afrique, et on s'est permis d'appeler dans l'exposition Mayotte la plus africaine des terres françaises, c'était pas pour rien. C'est pas simplement parce qu'il y a de la terre rouge et qu'elle est à 400 km de l'Afrique, c'est aussi parce que la culture est celle d'une population qui est à 99% musulmane, quelques Indiens, qui est d'origine malgache et africaine, un peu arabe, et qui, évidemment, n'attend pas que les Mzungu, ce sont les Occidentaux, le nom qu'on leur donne, qui viennent de Paris ou de l'Hexagone,
pour leur donner des leçons sur la façon de vivre. Et donc on s'est donné le temps, on n'est pas des personnes exceptionnelles, entendons-nous, mais on s'est donné le temps et on a, je pense, eu beaucoup de chance avec les initiatives des toutes premières années, celles de constat, de diagnostic et d'un regard tout simplement sur l'existant et la façon de vivre l'habitat à Mayotte. Alors moi j'ai envie de parler effectivement, quand on dit 30 ans, de différentes phases. Il y a cette phase d'expérimentation qu'on pourrait situer entre les années 80-85. On est à la recherche de matériaux, il s'agit de produire beaucoup. Jusque-là, seul le sable de mer des plages mahoraises qui a été utilisé aussi bien par l'administration que par les habitants. Le sable de mer produisait du parpaing de mauvaise qualité, du béton avec du sel dedans, vous imaginez ce que ça donne. On allait aussi jusqu'à exploiter le corail avec des fours à chaud pour remplacer le ciment qui n'existait pas ou qui était importé sac par sac pratiquement. Et quand il était question de lancer ce programme de plusieurs milliers de logements, il était évidemment en même temps pas du tout question de développer, ou en tout cas de renchérir dans des logiques de destruction, entre guillemets, des ressources naturelles de l'île. Alors les analyses ont été faites rapidement, et c'est là que d'ailleurs le mariage, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, entre la CIM et Cratère avec Pierre-Yves Perrault, ce démographe dont on parlait tout à l'heure, ce géographe-démographe, et donc l'équipe de Cratère se sont posé la question des matériaux et des ressources, et notamment de cette brique de terre qui est devenue rapidement un outil, un moyen plutôt, un moyen quasiment incontournable pour produire en grande quantité. Alors encore une fois, il a fallu mettre en place une filière. C'est toujours plus compliqué qu'importer des panneaux tout faits ou de faire venir des panneaux en bois d'Afrique du Sud ou des panneaux, pourquoi pas, en béton. C'est déjà arrivé dans d'autres îles. Donc là, il était question... Ah, ça s'est éteint. Il était question donc de produire sur place. Des sites ont été reconnus, et là peut-être que Patrice Dohat pourra vous en parler à sa manière, en tout cas avec d'autres mots que les miens, puisqu'il en était le patron à l'époque, avec Pierre-Yves. Et donc il a fallu reconnaître les sites, sachant que l'île, toute petite, avait quasiment un réseau routier inexistant. Enfin, il devait y avoir une 50aine de kilomètres de bitume sur l'ensemble de l'île. Ça vous donne une idée des pistes et des moyens de communication. Il fallait à peu près 2h30, 3h, hors saison des pluies, pour aller du nord au sud, facilement. Et donc, il a fallu mettre en place des petites unités un peu partout dans l'île, et l'organisation a été finalement celle de 17 briqueteries de mémoire qui ont été installées un peu partout, associées à des sites de production, des sites de matières premières, pardon, et donc de mélange. On a très peu de sable, le sable de mer, il n'est évidemment pas question de l'utiliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a un peu de sable volcanique. Au passage, oui, c'est une île volcanique qui est assez ancienne, elle a un peu plus de 8 millions d'années. Les roches basaltiques sont assez dégradées, se sont transformées en latérite pour beaucoup. Donc la latérite est pratiquement omniprésente. La pierre est assez rare, de fait, même si elle existe un petit peu, et pratiquement, on aura fait le tour quand j'ai dit ça. La pouzzolane, le sable volcanique, qui est donc exploitable parce que non marin, entre guillemets, est en petite quantité, mais on s'en sert en mélangeant avec de la latérite, en quantité adaptée aux qualités des terres d'ailleurs, briqueterie par briqueterie, et on va s'en servir donc dans ce mélange à fabriquer ces briques de terre. Les options initiales sont d'ailleurs celles de l'autoconstruction, un moment fort dans notre production où pour démultiplier la production, au lieu de démultiplier aussitôt le nombre d'entreprises, et puis aussi pour faire participer les familles à leur construction, ça nous semblait un moment important de la production de l'habitat et non pas que du logement, je me répète. Et donc fabriquer son habitat, c'était mobiliser la famille, ça nous a semblé les familles.
Et on va dire que pendant pratiquement une dizaine d'années, l'autoconstruction a probablement été le moyen le plus présent finalement dans notre production annuelle. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les familles pouvaient elles-mêmes compléter ou même construire leur logement, apporter leurs matériaux et parfois aussi déléguer à leurs amis artisans, s'il y en a qui avaient des compétences, dans leur famille ou pas, tel ou tel élément dans la construction. L'habitat social, donc, se constituait d'un côté, on va dire, des matériaux qui étaient importés et donc qui étaient mis à disposition par l'État, on va dire ça, l'ACIM étant un opérateur intermédiaire sur le terrain de l'État. Donc c'est l'ACIM qui a animé cette politique concrètement. Et donc les matériaux et l'encadrement étaient fournis par l'ACIM, tandis que la production, l'élévation des murs et même la finition du logement, parce que quand on livrait un logement, ça c'est un logement de luxe que vous avez sous les yeux, les tout premiers logements coûtaient 12 000 francs français en 80. Pour une quarantaine de mètres carrés, on doit être à quelque chose comme 45 € le mètre carré. Voilà l'investissement de l'État sur le logement. C'est assez significatif, évidemment, de moyens très limités. En même temps, c'était des logements qui apportaient une pérennité, des soubassements, une toiture, des menuiseries, et qui étaient censés avoir une certaine pérennité. Et en tout cas, on a pu le vérifier, même si on a eu des doutes à l'époque. On a pu le vérifier puisque certains existent encore depuis les 30 années qui ont été leur 3 fois décennale durée de vie. Cette production, donc autoconstruction, a été aussi étendue aux briqueteries. Les toutes premières briqueteries étaient censées être animées, occupées momentanément par les constructeurs. Et là-dessus, on a eu, je le signale parce qu'on a eu des corrections en permanence pendant ces 30 années, mais aussi dès le début, on s'est vite rendu compte que l'aspect professionnel ou la consolidation d'un tissu professionnel était essentiel pour notre production. Était le côté, j'allais dire, un peu spontané de la motivation, de la mobilisation des familles était parfait sur le papier, mais quand il s'agit de produire des centaines de logements, on a un peu de mal à suivre un rythme qui n'est pas que celui de l'opérateur CIM que nous étions et qui a besoin de résultats. La CIM, au passage, est une société d'économie mixte qui a besoin de résultats pour survivre. Il ne s'agit pas d'une administration ou d'un consommateur de budget, entre guillemets. Donc l'autoconstruction a trouvé une bonne partie de sa place dans le logement, mais on l'avait aussi étendu à des éléments comme la production des briques, même si, je signale qu'assez rapidement, on a été amené à corriger pour les briques et leur production le niveau professionnel. En fait, on est arrivé à la fin des années 85 à une production qui a augmenté assez rapidement, et si je devais parler d'une deuxième partie, d'un deuxième âge, entre guillemets, mais en minuscule, de notre production et notre démarche, entre 85 et 95, on peut dire que là, on est rentré véritablement dans un moment de production quantitative lourde. On l'espère, enfin moi je l'espère aussi qualitative, en tout cas importante au niveau qualitatif. Mais là, on est rentré dans des moments où, pour parler des années 95, donc la fin de cette petite décennie, on produisait plus de 2 millions de briques par an. On a produit plus de 1000 logements sociaux dans ces années-là, par an. Je ne sais plus si, Hubert, tu as cité le nombre de logements, mais aujourd'hui, on a entre 18 et 19 000 logements sociaux qui ont été produits. Au passage, je dois signaler que ce sont tous des logements en accession à la propriété. Ce n'est pas si anodin que ça, parce que mobiliser les familles, les faire participer à leur logement, c'est évidemment bien plus motivant si c'est pour leur propre logement plutôt qu'un logement qui nous appartiendrait, nous, opérateurs, et qui leur serait loué. En l'occurrence, les familles participaient, comme je le disais, étaient propriétaires au moment même où le logement était livré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'emprunt, il n'y avait pas de remboursement dans les années qui suivaient. Et ça a été très important pour l'appropriation du programme par les familles. Les 18 000 ou 19 000 logements ne sont pas qu'une réussite technique. Ça aurait été peut-être possible si on n'avait eu que l'argent,
mais le fait que 18 000 familles se soient intéressées, se soient mobilisées pour ce programme, en tout cas pour profiter entre guillemets de ce programme de construction, montre bien qu'il était assez bien dimensionné ou assez bien adapté à leurs attentes. Donc cette deuxième partie, j'allais dire, cette deuxième âge, c'était véritablement les enjeux de production. Et là encore, pour parler de briqueterie, toutes ces briqueteries qui tournaient à raison de 10 000, 15 000, 20 000 briques par mois devaient être suivies de manière très étroite. On en reparlera tout à l'heure, j'en reparlerai. Il y avait à l'époque, évidemment, déjà pas de normes, pas de certification sur ce matériau. C'était une improvisation, entre guillemets, technique, même si elle était donc extrêmement contrôlée. On avait monté au sein de l'équipe SIM une cellule qualité, un ingénieur, quelques collaborateurs mahorais, qui tournaient en permanence sur les briqueteries, qui ont vérifié la qualité de la production, quitte à la refuser d'ailleurs de manière assez dure, entre guillemets, si elle n'était pas bonne. L'expérimentation, si j'en parle ou si on en parle, s'arrête évidemment au moment où on parle du logement d'une famille ou de l'habitat d'une famille, où on n'a pas trop droit à l'échec. Il ne s'agit pas de se faire une petite expérimentation à leurs frais. Et donc, entre-temps, les briqueteries se sont évidemment équipées. On a fait venir des dizaines, enfin quelques dizaines de prestataires Staram que vous devez connaître si vous avez fréquenté de près ou de loin le groupe Cratère et le centre Cratère. Et les hommes aussi se sont fidélisés à cette production. Quand on produit 2 millions de briques dans une année, on crée évidemment des revenus, des moyens, et ça c'est un moteur évident pour des professionnels. Et donc tout le monde de la production, briques, mais aussi les autres, les artisans, en général maçons, couvreurs, menuisiers, dont on a démultiplié les petites unités. Plus de 500 artisans donc, ont trouvé leur place dans ce programme Habitat Social au moment les plus forts de la production. Quelques mots sur la façon de les faire travailler d'ailleurs, et qui vous montre aussi comment, architecte ou pas, en tout cas j'étais très impliqué dans toutes ces réflexions, on s'est encore une fois mis à niveau, non pas par le bas, mais mis à niveau de leurs attentes à ces artisans et de leurs capacités. Parce que ne pas les regarder comme elles sont, ne pas être réaliste dans ce domaine-là, c'est les exclure. Et c'est évidemment contre la démarche que nous souhaitions développer. Et donc, des artisans mahorais, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune trésorerie, rarement des outils, rarement les moyens de payer leurs matériaux, qui, de toute façon, à part la Moussada, cette coopérative dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez chez les fournisseurs de matériaux assez peu d'attention. Qui va payer quoi? Et donc, la CIM, opérateur, enfin en tout cas la démarche à laquelle on s'est attaché à développer, a été celle d'amener les matériaux. On a mis à disposition des artisans des matériaux. Pas comme un kit pour faire le logement, petit à petit, avec des vraies responsabilités, des enjeux de contrôle, des magasins intermédiaires avec, je vous passe les détails, une vraie administration, une vraie gestion de ces matériaux. Et petit à petit, les années passant, les compétences s'affirmant, mais aussi des artisans, il faut le dire froidement, disparaissant quand ils n'étaient pas trop bons, eh bien, on a pu confier des commandes, des marchés en fourniture et pose. Et ça a été, mine de rien, des petites victoires les unes après les autres, dans une espèce de montage, enfin, d'un progrès permanent, d'une démarche qui, je veux insister sur la chose, est partie de pratiquement rien et avec humilité a monté petit à petit des choses qui paraissent complètement évidentes quand on sera en métropole. Parlons un instant, par exemple, du phénomène ou du principe de la consultation. Comment mettre en concurrence des artisans qui savent à peine faire les chiffrages de leur travail et qui vous disent presque « c'est comme tu veux, combien c'est ton chantier? C'est comme tu veux, chef ». Voilà la réponse un peu simple. Et évidemment, même si c'est pas, on ne peut pas rester là-dessus, il faut faire évoluer le sujet, évidemment.
Mais en même temps, ne pas reconnaître que c'est une réalité, eh c'est exclure la capacité des artisans à participer à un programme important. 1000 logements par an, ça représente quand même beaucoup de ressources, beaucoup de salaires. C'est une chose rare dans une société, j'ai oublié de le dire, en 80, n'était quasiment pas monétarisée. On parlait avant tout d'une économie d'autosubsistance. On produisait ce qu'il fallait pour ou construire son logement en terre et en torchis et en cocotier, et on produisait ce qu'il fallait pour s'alimenter. En l'occurrence, il n'y a pas l'air d'avoir une misère noire, hein. C'est une île qui vivait plutôt de manière équilibrée, j'allais dire, en tout cas qui avait une société qui était une société de belle qualité. Peut-être qu'on vit d'ailleurs à certains niveaux moins bien aujourd'hui dans certains quartiers. Mais en même temps, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, inutile d'envoyer des familles dans une banque quand elles n'ont pour ressources que leur champ ou leur pirogue pour aller à la pêche, même si ça fait un peu pittoresque, c'était une réalité. Et comment envoyer des artisans dans les mêmes banques ou comment faire attendre un artisan les résultats d'une consultation ou d'une commande et encore après du paiement. Le paiement, par exemple, a été organisé pour construire ces petites cases comme celle-là, on payait en 10 jours maximum. Et pour des chantiers qui, pour quelques fenêtres, pouvaient être très limités, par exemple inférieurs à 2500 francs français, on payait directement en cash, à la caisse. Pas simplement parce qu'il s'agissait de manipuler des sommes en liquide, simplement parce que les artisans n'étaient pas bancarisés, encore moins bancarisables, et bankable encore moins. Et donc, cette façon de payer a aussi permis à ce tissu d'artisans d'exister tout simplement et de progresser au fur et à mesure. Certains sont véritablement devenus des entreprises très moteurs. On en reparlera parce qu'au-delà de l'habitat social qui se développait donc à un régime de plusieurs centaines de logements par an et bientôt a dépassé 1000 logements, il y avait aussi donc ce programme locatif qui était aussi une autre façon, enfin un autre programme de la CIM et qui était qui avait pour vocation d'accueillir notamment les fonctionnaires qui arrivaient sur l'île. Depuis l'indépendance des autres îles des Comores, Mayotte s'était retrouvée dépositaire de tous les services et tous les chefs de service, les directions, qui se sont étoffées d'année en année. Je parlais du programme scolaire. Je pense que Mayotte est assez exceptionnel en termes de sites de construction, puisque depuis 30 ans, je crois qu'il y a 26, pratiquement un collège ou un lycée par an qui ont été construits, grosso modo. C'est juste ce qu'il faut, et si vous entendiez le vice-recteur à ma place, je pense qu'il dirait que c'est insuffisant. Sur cette population de 200 000 habitants, au passage, il y a à peu près 60% de la population qui a moins de 20 ans. Voilà, c'est un petit détail. Donc en termes de scolarisation, effectivement, ça a été quelque chose de très important. Et donc, les enjeux à ce moment-là se partagent dans toutes les situations, dans toutes les branches, dans toutes les questions qui peuvent être celles de l'équipement mahorais. Et la CIM accueille donc dans des logements assez classiques. En tout cas, le programme est très classique. C'est un financement du Crédit foncier de France avec toute une programmation tout à fait classique. Sauf que notre interprétation à Mayotte a été elle aussi un petit peu, pour certains dévoyée peut-être, en tout cas intégrée à la démarche générale. Et nous n'avons pas produit le logement locatif autrement que nous n'avons produit, en tout cas on a tenté, le logement habitat social, comme on l'appelle en termes de programme. Et ça a donné une production, aujourd'hui on a un peu plus de 1600 logements qui ont été construits en briques de terre de la même manière, le plus possible avec des artisans mahorais, avec des fabricants, des producteurs de pierre ou de... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, peut-être. Clac. Et la question donc a été d'intégrer tout l'ensemble de notre production dans une seule et même démarche et non pas de créer des catégories. La valeur de l'exemple à ce niveau-là a été extrêmement importante puisque je parlais d'établissements scolaires par exemple ou d'équipements publics
Dans cette même période, 85-95, on peut dire qu'il y a une assez belle cohérence de la production à Mayotte. Les lycées, les collèges qui se produisent à cette époque-là, notamment avec les quelques architectes, je citais tout à l'heure Attila Chessial, mais aussi Bruno Aignan, Thierry Legrand, enfin quelques-uns, qui étaient arrivés depuis les débuts des années 80 et qui avaient trouvé leur place. Mais ils ont produit du logement, ils ont produit du lycée, ils ont produit du collège ou des équipements de santé qui étaient évidemment différents de ce que produisait la CIM, mais qui s'appuyaient assez largement sur les mêmes méthodes et les mêmes moyens de production. Et ça a créé une valeur d'exemple, enfin ça a été une valeur d'exemple importante dans la façon dont ces matériaux, dont cette production, ce mode de production a été adopté par les familles. Il faudra que je fasse quelques concessions, parce qu'aujourd'hui encore, la brique de terre n'est pas le matériau le plus plébiscité de Mayotte, entendons-nous, j'y reviendrai. Mais que des écoles, que des collèges, que des bâtiments importants comme la préfecture soient construits en briques de terre, en pierre basaltique, avec des matériaux et des entreprises qui finalement ressemblaient d'assez près à celles qui produisaient le logement le plus économique, et bien ça a eu une grande importance pour la réussite générale de la démarche. En même moment, après les années 95, les choses vont devenir de plus en plus compliquées, parce que Mayotte, se confirmant et entrant de plus en plus dans l'ensemble français, je vais appeler ça comme ça, s'est vu appliquer de plus en plus de règlements, de plus en plus de normes, les enjeux des assurances, des garanties, de la décennale dont je parlais tout à l'heure, ont eu d'abord un impact sur les équipements publics, où les conducteurs d'opération ont commencé à regarder avec beaucoup de circonspection, parfois d'inquiétude, et voire avec du rejet pour certains d'entre eux, tous ces matériaux et toute cette démarche. Et on peut dire qu'à partir de la fin des années 80, un certain nombre de difficultés commencent à être ressenties, d'abord donc dans le monde de la construction publique, parce que la CIM, maître d'ouvrage de ces opérations, ou assistant maître d'ouvrage des familles, possédait ou avait une assez large autonomie, j'allais dire, même si on doit respecter les règles, on avait les moyens de nos choix, les bâtiments publics un peu moins. Et donc on a assez vite ressenti, et après la fin, j'allais dire, de cette deuxième période, je pense qu'il s'est renoué à ce moment-là des liens de partenariat importants avec Cratère, parce que après toute la période d'expérimentation où on avait des visites de l'équipe Cratère au moins 2 ou 3 fois par an, les choses se sont peut-être un peu, j'allais dire, allégées en termes de partenariat pendant quelques années. L'équipe de la CIM en tant qu'équipe qualité jouant son rôle de semaine en semaine, mais on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'avoir des briques qui résistent à 40 bars, des briques qui fassent 7,5 kg et des briques qui soient sèches de 3 à 4 semaines avant d'être utilisées. On s'est rendu compte effectivement que les exigences de la construction à la française, je n'y voyais pas qu'une expression péjorative, ces constructions françaises, puisque nous sommes en France à Mayotte, amenaient avec elles des réglementations et un cadre qu'il allait falloir regarder en face. On pourrait s'y confronter ou s'y opposer un petit moment, mais à un moment donné, il s'agissait plutôt de l'intégrer, de l'adopter à notre façon, plutôt que de l'empêcher. Parce que politiquement, de toute façon, c'était une lutte perdue d'avance, puisque Mayotte, de pas à pas, s'avançait de manière assez volontariste, pour ne pas dire très volontariste, vers la départementalisation. Je crois que Mayotte s'est fait un peu connaître par sa volonté l'année dernière, et nous serons le 101e département l'année prochaine, en milieu d'année. Donc, à notre façon, le travail a dû se réorganiser sur le thème de la certification et de la qualité de notre filière brique de terre. Entre-temps, on avait testé le cocotier, le manguier, la pierre basaltique. Vous avez vu sur les photos, probablement, qui ont déjà tourné une fois ou deux, des murs en pierre. Vous avez vu des structures bois qui, pour certaines, étaient des structures en cocotier. On a fait des logements 100% cocotier. Mais c'est bien la filière de briques de terre qui reste aujourd'hui
la filière la plus pertinente pour la production du bâtiment à Mayotte. Les autres ont leur place, mais d'une manière beaucoup plus limitée, soit en qualité, soit même en termes économiques, puisque la très petite disponibilité, j'allais dire, des ressources de pierre plate, du raffia ou même du bambou, qui est une forme enfin, qui peut être une ressource, une forme de ressource, ben ça nécessite des dispositifs extrêmement lourds pour pouvoir les utiliser dans du bâtiment public ou parapublic. Et donc, la brique de terre est sans doute la filière qui, avec plusieurs millions de briques posées, aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, dans les bureaux de Cratère, on est entre 37 et 38 millions de briques, 8 millions de briques posées. Ça représente quelques centaines de milliers de mètres carrés, un peu plus d'1 million probablement, de mètres carrés de construction. Et ça, évidemment, malgré tout le poids que ça peut avoir, il nous est apparu assez rapidement que la certification devait être un nouveau projet pour cette filière. Donc, fin des années 90, nous avons entamé, avec l'appui de Cratère, un programme de certification, ce qui nous a amené à travailler avec le CSTB, avec la CAPEB, avec des institutions, entre guillemets, pas si souples que ça, avec des démarches et des procédures qui sont longues et assez lourdes. Mais nous avons quand même réussi à obtenir une première norme expérimentale en 2001 sur le bloc de briques. Et nous travaillons encore cette année et l'année prochaine à la mise en place d'une certification, d'une réglementation sur la mise en œuvre de ce même bloc. Donc il faut être, vous l'aurez compris, assez tenace parce que d'un saut à l'autre, je parle d'une petite dizaine d'années à chaque fois. Et donc, pour voir l'aboutissement de ce programme, il faut à peu près rester comme moi une trentaine d'années. Voilà le résumé. Donc, la chose étant engagée, on a clos, entre guillemets, encore une fois, cette période de production importante. Donc, on est arrivé à plusieurs milliers de logements en quelques années, et ça semblait quelque chose d'assez acquis. Le système de production, les artisans, tout ça, ça tourne assez bien. Et on a d'ailleurs, à ce moment-là, un certain nombre de reconnaissances type prix. Il y a eu des prix du ministère de l'Équipement, prix européen de l'Habitat, sélection pour le concours Aga Khan. On a été intéressé, invité dans des pays africains tels que le Sénégal ou le Kenya, les Comores pour partager notre expérience. Des Tchadiens sont venus à Mayotte. On est allé jusqu'en Calédonie parler de briques de terre et de construction en terre, sans en être forcément les meilleurs dépositaires. On a simplement, je pense, une démarche, comme je l'ai dit. Tiens, ça c'est une production de Pascal Rollet, je le signale au passage. La seule tour de contrôle qui a échappé à la direction de l'aviation civile, l'État dans l'État. Et donc, un certain nombre de reconnaissances, et si je le signale, c'est pour vous dire ensuite que nous avons eu un certain nombre de difficultés, parce que de manière assez contradictoire, à cette période-là, on ne surfait pas sur le bonheur, mais ça fonctionnait assez bien, mais en même temps, ça se sont annoncées assez rapidement des vraies difficultés, et évidemment, je vais y arriver comme une nouvelle période de ce que nous avons vécu. Ça serait donc pour moi entre les débuts des années 2000 où les choses vont se corser, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les équipements publics et même un opérateur qui est en charge des programmes scolaires, dans le primaire notamment, plusieurs centaines de classes par an, annonce qu'il faudra passer à d'autres types de production, le tout béton. Vous avez vu, je crois, tout à l'heure, enfin probablement, quelques photos de centres de production de granulats, du concassage, qui n'existait pas du tout dans les années 80, simplement parce qu'on n'en avait pas les moyens à tout point de vue. Eh bien, ces centres se sont installés, ils sont devenus puissants, le tout béton commence à arriver, et évidemment, le tout béton, ça a d'emblée l'intérêt des politiques, parce qu'il s'agit de construire comme ailleurs, comme à La Réunion, comme en métropole. Ça correspond assez bien au savoir-faire des ingénieurs et des architectes, voire des maîtres d'ouvrage,
quand ils en ont. Et la question du tout béton, évidemment, elle va s'imposer de plus en plus lourdement, sans jeu de mots, dans les équipements publics. Et évidemment, la CIM se retrouve un peu marginalisée, j'allais dire, avec sa production habitat. Et justement, l'effet exemplaire d'une démarche globale commence à s'effriter et on sent que ça va se corser. Nous redoublons d'efforts dans les thèmes des certifications. Je pense aussi que nous avons fait ce qu'il fallait pour ce qui était de la qualité, mais on est arrivé à un vrai moment de difficulté avec, je citais tout à l'heure le thème des consultations, des façons de passer la commande sur l'habitat social. En métropole, je ne pense pas que vous puissiez ignorer que tout doit être consulté ou faire l'objet de consultations. Les moyens de distribution du travail aux artisans, qui n'avaient rien d'être, qui n'étaient pas du tout improvisés, parce qu'il y avait un nombre de procédures qui avaient été inventées, zone par zone, secteur par secteur. Seuls des artisans n'ayant pas de chantier pouvaient avoir un nouveau chantier. Il ne s'agissait pas d'accumuler chez les mêmes, toujours les mêmes, les plus gros stocks de commandes. Donc on avait une vision assez, je pense, équilibrée, voire une distribution légitime du travail. Pour autant, effectivement, c'était un peu limite peut-être par rapport au règlement, enfin suffisamment limite pour que des inspections commencent venant de Paris, à provoquer des inquiétudes chez les fonctionnaires d'abord, ceux qui sont responsables des programmes et qui attribuent les budgets, mais aussi des inquiétudes tout simplement au niveau des responsables que nous étions dans la CIM. Et quand je dis inquiétude, avec des vraies mises en cause, puisque l'inspection générale des finances, dont je continue à contrarier les vues et les analyses à titre personnel, l'inspection générale des finances en 2003 a complètement critiqué le mode de passation des marchés, ces matériaux locaux, ces artisans locaux qui n'avaient pas la capacité d'une garantie décennale, etc., etc. Et la force de ces institutions, c'est quand rarement on sait les mobiliser pour produire, mais ils sont extrêmement efficaces dès qu'il s'agit de bloquer. Et tout simplement, le programme Habitat Social a été arrêté en fin 2003, début 2004. Ne rester en route, entre guillemets, encore une fois, que les programmes déjà lancés. Le remplacement du programme en accession dont je parle depuis tout à l'heure a été donc décidé par quelques inspecteurs et devait être remplacé par du locatif social, bien connu en métropole. Monsieur, ici, je pense que le locatif social, pour ceux qui ont participé à quelques analyses ou quelques travaux, le locatif social est sans doute le mode hégémonique de réponse au logement, comme on dit, des plus démunis, des familles sans trop de moyens. Et donc notre accession sociale, qui en plus enrichissait des familles au passage, a été pour le moins vivement critiquée. Et l'idée était donc de le remplacer ipso facto par du logement locatif social. Évidemment, c'était sans compter, non pas avec nos propres moyens CIM, encore moins celui de l'architecte qui est devant vous, mais avec la ténacité des familles. L'appropriation du programme accession sociale par les familles mahoraises, il a été soutenu, maintenu, exigé, revendiqué. Et aujourd'hui, finalement, je vous fais grâce des détails d'une bagarre qui n'a pas été que abstraite, puisque des plaintes, des complications de multiples niveaux, des changements de directeur ont été des conséquences un peu dramatiques dans toute cette affaire. Mais l'équipe CIM existe toujours et les familles mahoraises ont toujours leurs propres exigences, ce que je trouve extrêmement légitime parce que c'est comme ça qu'un programme peut vivre et peut se développer, en passant par les familles, en reconnaissant leurs exigences ou leurs attentes plutôt. Et aujourd'hui, finalement, 7 ans plus tard, nous nous relançons dans du programme en accession, même si le programme locatif a aussi pris sa place. Nous allons livrer pour la première fois à Mayotte cette année, dans quelques semaines, les premiers logements locatifs sociaux. Alors on ne parle pas de la cité des 4000, hein, on parle de 58 logements sur 3 opérations.
Donc des petites opérations qui ont été inscrites dans des quartiers existants et qui vont produire les premiers logements locatifs sociaux avec toutes les démarches que vous pouvez imaginer, qui sont celles qui accompagnent la production, mais évidemment aussi la gestion de ce type de logement. Les enjeux de l'accession peuvent paraître d'une manière, à mon sens, raccourcie, celle de l'enrichissement de familles, d'une propriété de gens pauvres, en tout cas dénommés comme tels, et donc de quelque chose qui paraît à peu près incompréhensible pour un fonctionnaire, passant sur l'expression, de base français, alors qu'évidemment, mettre à disposition du locatif géré par un opérateur avec des fonds de la Caisse des dépôts et des directeurs organisés pour, tout ça c'est parfaitement organisé et déjà prévu. Et donc, il a fallu encore une fois s'adapter, mais aussi faire adopter à ces techniques, à ces programmes, certaines des réalités mahoraises. Je pense que nous sommes actuellement sur une assez bonne voie en termes d'habitat, puisque ce locatif social, on a su l'associer. Vous aurez remarqué aussi qu'entre les premières cases R0, les petites cases habitat traditionnelles en torchis, évidemment en rez-de-chaussée, celle que vous voyez là par exemple, ça c'est pas il y a 50 000 ans, ça c'est il y a 30 ans ou 20 ans. Et ce qu'on construit maintenant, R+2, R+3, sur des terrains qui sont passés de quelques centimes de francs français au mètre carré à plusieurs centaines d'euros dans certains secteurs de Mamoudzou, la ville principale, au mètre carré aussi. Bon, j'ai encore perdu le fil des choses, peu importe. Et donc, ces enjeux-là, évidemment, s'imposent à un autre mode de production, imposent un autre mode de production. Il ne s'agira pas de faire que de la case individuelle. Il ne s'agit pas de construire maintenant des lotissements où on serait à moins de 20 logements à l'hectare, ce qui était à peu près le mode de production des premières années, parce que inscrit dans la tradition, parce que dans l'attente des familles, parce que aussi il faut savoir qu'une parcelle qui fait 400 mètres carrés, finalement, une dizaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, elle sera redécoupée en 2 ou 3 parcelles. Il faut savoir, par exemple, quand on est architecte à Mayotte, que les familles doivent construire pour leurs filles. Et c'est dans la tradition, le logement est un dû. Donc cette production de logement, qui a été quelque chose d'assez dynamique, c'est aussi appuyé sur cette dimension sociale de l'organisation de la population mahoraise. Et donc aujourd'hui, la densité, elle existe évidemment dans les chiffres, tout maître d'ouvrage fait des ratios, mais elle existe aussi dans les exigences des familles. Les familles ont à peu près les mêmes problèmes que les opérateurs ou les constructeurs. Et là où il y a 2 ou 3 logements au sens traditionnel, maintenant il s'agit d'en faire le double. Et on commence à saturer l'espace horizontalement, mais on commence aussi à monter à l'étage. Ça n'a pas été inventé par des techniciens métropolitains venus apprendre à construire à l'étage. Il y a aussi des constructions à étage qui existent dans les autres îles des Comores, notamment, et à Madagascar. Et évidemment, les populations, pour certaines qui viennent de là-bas, ont un certain nombre de savoirs dans ce domaine. Et donc maintenant, aussi, opérateurs, on s'est associé à cette démarche générale de valorisation des terrains. Et avec notre brique de terre, avec cette nouvelle production, il s'agit maintenant de construire du R+1, R+2, R+3, R+4. Sur certaines des photos que vous avez vues, des collectifs, des petits collectifs, on parle d'une vingtaine de logements sur une grosse opération. 50, c'est énorme. Une vingtaine de logements, eh bien, on peut monter jusqu'à R+3. Bon, la brique de terre, dans ces moments-là, évidemment, encore sa place, mais il faudra aussi qu'elle fasse toutes ses preuves en termes de certification, en termes de reconnaissance technique, d'autant que maintenant, nous travaillons, je vous disais tout au début de mes propos que j'étais donc architecte à la CIM, mais aujourd'hui, la CIM travaille de plus en plus avec des architectes qui ont leurs agences à Mayotte, ce qui permet de démultiplier, évidemment, démultiplier les moyens, mais aussi démultiplier les formes de réponse, ne pas s'enfermer dans une modélisation un peu trop restreinte.
Et donc, toutes ces constructions à étages, avec des maîtres d'œuvre, avec des maîtres d'ouvrage, avec des ingénieurs qui ont des responsabilités devant leur profession, devant leur métier, eh bien, on va devoir leur proposer des matériaux et un cadre de production pour lesquels ils seront couverts. Tant que la CIM, entre guillemets, était son propre assureur, c'est à peu près ça, on pouvait à peu près tout se permettre. Aujourd'hui, les enjeux des financements assez classiques, caisse des dépôts, emprunts sur 40 ans, sur 30 ans, nous obligent à un autre regard sur la chose. Et donc, nous redoublons d'efforts pour faire aboutir le sujet de la certification assez rapidement. Alors, je n'ai pas épilogué trop longtemps sur les difficultés, donc je situerai entre 2000 et 2005, on va dire ça comme ça. Le programme a été sauvé, je pense qu'on peut le dire comme ça, la CIM aussi d'ailleurs, qui a failli être fermée au passage, mais aussi les enjeux et la démarche. Aujourd'hui, ils vont s'exprimer, tout ça va s'exprimer différemment, puisque évidemment Mayotte a évolué. Je parlais de 47 000 habitants, on est 200 000. Le SMIC était à 9 € par mois en 80, il est à 900 € aujourd'hui. Vous voyez un peu quelques chiffres. Le terrain valait rien, il vaut 250 € au bas mot à Mamoudzou, le mètre carré. Et évidemment, tout ça, ça crée un contexte qui est une réalité mahoraise. Et pour autant, j'allais dire qu'il y a des très bons signes sur le thème des matériaux locaux. Je suis content d'avoir résisté aussi longtemps pour voir la vague revenir, entre guillemets. En tout cas, ça me regarde, mais il fallait un peu le temps. Et donc, après une période, j'ai dit, de montée en puissance, les grandes difficultés que nous avons connues, que je reconnais humblement, on en a vraiment pris plein la tête. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'une nouvelle, non pas d'une nouvelle chance pour la filière brique, parce que la filière brique ne fait que répondre à des besoins, mais d'une nouvelle chance pour cette démarche et tout ce qu'elle proposait en termes de matériaux locaux, de retombées locales, qui vont s'exprimer différemment aujourd'hui. On ne fera pas du logement, on ne fera pas 100 logements l'hectare au lieu de 20 logements l'hectare sans modifier le mode de production, évidemment. Il faudra intégrer la hauteur, il faudra intégrer des espaces collectifs, il faudra intégrer encore des espaces traditionnels dans le logement, dans l'appartement T4 du 3e étage, par exemple. Donc les enjeux sont évidemment différents, mais on va essayer de les interpréter et de les adopter, les adapter encore une fois à la réalité mahoraise. Et ça, c'est avec les enjeux d'une politique, je sais pas, développement durable, HQE, c'est arrivé jusqu'à Mayotte. Nous, on l'appelle MyEnergy, Mayotte Énergie. Et ces enjeux, ce cadre, eh bien, je crois qu'il a trouvé sa place dans beaucoup de maîtres d'ouvrage, notamment institutionnels. Aujourd'hui, quand un collège se construit, il va se construire un lycée l'année prochaine, le chantier a commencé, il sera livré bientôt. Il y a plus de 1000 mètres carrés, ce n'est pas tout à fait à l'échelle d'un lycée, plus de 1000 mètres carrés qui sont construits en briques de terre, à la revendication du vice-recteur. C'est impossible il y a 10 ans, impossible. C'était le rejet total. Aujourd'hui, la brique de terre ne s'impose pas, mais elle devient une espèce de « Ah, mais ça c'est vachement intéressant, c'est écologique, ça fait travailler du monde ». Cette démarche un peu précurseur, permettez-moi cette petite arrogance, dans les années 80, et ça ne dépend évidemment pas de moi, trouve finalement une espèce de rebondissement depuis quelques années grâce à toute la démarche qui a été développée évidemment non pas à Mayotte mais en delà de Mayotte et largement évidemment puisqu'on parle d'une politique quasi mondiale. Et ça, Mayotte, je crois, commence à savoir l'entendre à la fois à travers ses chefs de service qui sont évidemment beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus sensibles vis-à-vis de cette culture, cette nouvelle culture du bâtir tout simplement, mais aussi les politiques qui commencent à se demander si finalement ces enjeux de matériaux locaux, parfois critiqués par les politiques de Mayotte eux-mêmes, les familles mahoraises, cette construction en terre, c'est un retour en arrière qui n'est pas trop supportable, en tout cas qui n'est pas une vraie preuve de progrès et d'intérêt franco-français sur l'évolution de Mayotte. Et donc ce côté un peu louche de cette démarche un peu trop centrée sur Mayotte, et non pas internationale, pour employer des mots un peu forts, eh bien, pouvait être critiqué par les familles elles-mêmes.
Eh bien aujourd'hui, on sort de travaux assez intéressants. L'année dernière, il y avait les États généraux de l'outre-mer où la filière de briques de terre a été largement évoquée, commentée, supportée, travaillée par d'autres que les personnes de la CIM, dont moi d'ailleurs. Il y avait des vrais porteurs politiques, artisans, qui ont parlé de tout ça. Dans les bilans de ces États généraux, notre tout nouveau Premier ministre, déjà à l'époque, a parlé, quand il est venu à Mayotte, de la brique de terre dans les conclusions qu'il évoquait à la télévision mahoraise. Ça, ce sont des petites victoires qui sont bonnes à prendre. Récemment, nous avons participé avec l'association Arter Mayotte, qui est à l'origine de la production de l'exposition qui est dans vos murs. Cette association, en soi, déjà, est un signe que je prends pour ma part comme quelque chose de très intéressant, puisque elle réunit une trentaine de personnes, maîtres d'ouvrage, ingénieurs, architectes, et non pas de personnes de la CIM, de mon équipe ou de l'équipe dont je fais partie. Ça a été une mobilisation qui était spontanée, c'est peut-être un peu exagéré, mais une tout à fait ouverte, tout à fait facile depuis 2 ans et demi, et avec des architectes notamment qui sont vraiment intéressés à développer les matériaux locaux, d'autres façons de construire, et évidemment d'autres images proposées par 30 ans de production. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans une continuité un peu trop CIM, entre guillemets. Et donc cette association a été sollicitée pour des groupes de travaux, de pilotage qui sont en train de rechercher à Mayotte les programmes, les projets qui peuvent apporter une valeur, qui ont une valeur ajoutée, je crois que ça s'appelle, vis-à-vis de la rupéisation. Je ne me suis pas trop pris les mots en travers, parce que Mayotte, devenant département, postule à toutes ces aides dites européennes, à lesquelles elle n'a pas droit aujourd'hui. Et donc, dans le panier, dans l'échange qui est en train de s'organiser avec la dimension européenne de la départementalisation future de Mayotte, eh bien, il y a l'intérêt, il y a ce que Mayotte peut apporter comme projet. Il y a d'autres choses que la brique de terre, évidemment, mais la brique de terre a fait l'objet de plusieurs groupes de pilotage comme un vrai projet à potentiel avec évidemment une production qui revient à l'ordre du jour. En 2011, selon nos calculs, plus d'1 million de briques devraient être à nouveau produits. C'est beaucoup par rapport aux zéro briques que nous avons produites pendant 2-3 ans entre 2003 et 2006. Et ça veut dire restructurer les équipes, ça veut dire restructurer les modes de suivi, de contrôle, ça veut dire obtenir rapidement cette certification. Et c'est aussi un vrai moyen d'intéresser, parce qu'il y a de l'économie derrière. Ce n'est pas qu'une politique. Et ça, donc, c'est pris en main, c'est saisi comme une opportunité qui, me semble-t-il, prend enfin sa vraie dimension. Je ne dis pas qu'il fallait attendre 30 ans, je pense qu'on aurait pu faire plus vite. En tout état de cause, il a fallu cette ténacité toute mahoraise, d'ailleurs, à bien d'autres titres, qui s'exprimait à bien d'autres titres, mais toute cette ténacité mahoraise dans une démarche qui, aujourd'hui, n'est pas aboutie du tout. Moi, je dirais qu'il faudra peut-être une deuxième génération. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des vrais signes positifs par rapport, non pas à la brique de terre, parce que j'inclus moi la brique de terre dans un mode de production où le local, où la retombée locale a sa place. Il se trouve que la brique de terre est sans doute l'élément le plus porteur, au propre et au figuré, de construction et de mobilisation de l'emploi. Des sujets qui sont essentiels dans notre démarche encore aujourd'hui et qui vont évidemment s'interpréter très différemment parce qu'il y a des dizaines d'architectes qui travaillent maintenant sur ces programmes de logement et parce que aussi, de toute façon, les exigences mahoraises sont bien différentes. Je crois que vous avez pu en mesurer, j'espère que vous avez pu en mesurer l'échelle dans les photos qui accompagnaient mon propos ou que mon propos accompagnait. Voilà, merci.